pendant que le chercheur dort. Chapitre 1. La scène. Vous allez dormir. Sur votre machine, un agent continue. Il modifie le code, lance un essai court, lit le score. Si c'est mieux, il garde. Si c'est moins bien, il jette. Puis il recommence. Encore, toute la nuit. Le sujet de cet épisode est simple. Une machine peut désormais mener seule, pendant des heures, une part utile du travail expérimental. Au matin, vous ne retrouvez pas une révélation. Vous retrouvez un journal d'expérience. Beaucoup d'échecs, quelques idées utiles, parfois un défaut que vous n'aviez pas vu. Voilà l'image juste d'AutoResearch. En mars 2026, Andrei Karpathy publie ce système sur GitHub. Vu de loin, presque rien. Un petit dépôt, quelques fichiers, un README. Puis on lit. Et le README ressemble moins à une documentation qu'à un prologue. Karpathy écrit comme depuis un futur où la recherche aurait déjà basculé vers des essaims d'agents IA. Puis il lâche cette phrase. Ce dépôt serait l'histoire de comment tout a commencé. Le plus troublant, c'est ce qu'il y a juste en dessous. Pas un programme secret, pas une cathédrale logicielle, un mécanisme minuscule, presque scolaire. Et c'est précisément pour cela qu'il faut s'y arrêter. Les grandes bascules commencent souvent comme cela, non pas par une forteresse, mais par un mécanisme assez simple pour qu'on voit enfin le problème à nu. Vu en version grand public, c'est assez simple. Un chercheur humain teste quelques idées dans la journée, puis il s'arrête, il fatigue, il oublie parfois ce qu'il a déjà essayé. Ici, le processus continue seul. Dans certains retours publics, on voit autour d'une douzaine d'essais par heure. Donc, sur une nuit, non pas 2 ou 3 tentatives, mais parfois des dizaines, voire près d'une centaine. Retenons juste ceci. Ce qui change ici, ce n'est pas une intelligence magique. C'est une capacité nouvelle à enchaîner des essais utiles sans pause humaine. Très concrètement, que fait ce système ? Vous lui donnez un objectif précis. Par exemple, améliorer un petit modèle avec un budget fixe de 5 minutes par essai. L'agent change le code, lance un run, regarde la métrique, c'est-à-dire le chiffre qui lui dit si le résultat est meilleur ou moins bon. Si c'est mieux, il garde. Sinon, il annule. Puis il repart. Ce n'est pas une théorie du tout. C'est une machine qui essaie pendant que vous dormez. Et c'est déjà assez pour que quelque chose bouge. Parce qu'une partie du travail expérimental peut désormais tourner seule, pendant des heures, sans présence humaine continue. C'est peut-être cela, le premier vrai seuil franchi. Pas une machine qui découvre seule une grande théorie, mais une machine à qui l'on peut laisser une nuit entière d'essais utiles. À partir de là, le sujet n'est plus seulement technique, il devient aussi psychologique, organisationnel, culturel. Chapitre 2. Pourquoi Karpathy compte ? Si ce dépôt intéressait moins de monde, on pourrait le ranger dans la case des démos élégantes. Mais il est signé Andrei Karpathy, et cela change tout. Karpathy n'est pas seulement un chercheur connu, c'est un passeur. À Stanford, sous la direction de Fei-Fei Li, l'une des grandes figures de la vision par ordinateur et de l'essor de l'IA moderne, il s'est formé à la frontière de la recherche. Avec le cours CS231N, ses vidéos et ses petits dépôts, il a appris à une génération entière à regarder les réseaux de neurones sans mystique. Chez Tesla, il a travaillé sur des systèmes de perception à très grande échelle. En clair, des systèmes qui devaient vraiment voir le monde. Il faut ajouter ici un détail important. Karpathy montre AutoResearch sur un petit projet maison, dans la lignée de NanoGPT et NanoChat. En langage simple, des versions compactes, lisibles, pédagogiques de modèles de langage. Pas des monstres industriels incompréhensibles. Des systèmes assez petits pour qu'on puisse encore suivre ce qui se passe. Dans ces démonstrations publiques, l'agent lance des essais très courts, souvent autour de 5 minutes, lit une métrique simple, puis ne garde que les changements qui améliorent le score. C'est précisément ce qui rend la démonstration forte. Si même sur un terrain aussi simple, un agent autonome commence à trouver des gains réels, alors ce n'est plus seulement une curiosité, c'est un signal. Si Karpathy compte ici, ce n'est pas seulement parce qu'il est célèbre, c'est parce qu'il a passé des années à distinguer, dans des systèmes compliqués, ce qui relève du décor et ce qui relève du cœur. Quand il publie une boucle minuscule, il est raisonnable de supposer qu'il montre quelque chose d'essentiel. Quand quelqu'un comme Karpathy publie un outil minuscule, il faut regarder 2 fois. Chez lui, la réduction n'est pas décorative. C'est une manière de montrer le cœur du problème. En clair, si un tel mécanisme produit déjà des gains sur un terrain aussi lisible, alors il mérite d'être pris au sérieux bien au-delà du cas d'école. Chapitre 3. Ce que la boucle récupère. Pour comprendre AutoResearch, il faut regarder la mécanique la plus simple. L'humain prépare un terrain de jeu, une métrique, des règles, un budget par essai. Puis l'agent prend le relais. Il modifie le code, lance une expérience courte, lit le résultat, garde ou jette, puis recommence. Toute l'idée est là, pas dans une intelligence mystérieuse, dans une cadence. Et c'est là que l'on comprend la portée du dépôt. Ce que Karpathy publie, au fond, ce n'est pas seulement du code. C'est une petite organisation de recherche. Une manière de décider ce qu'on teste, ce qu'on garde, ce qu'on jette, et quand on repart.
part. Le vrai objet n'est pas le modèle, c'est le cycle lui-même. Le point décisif, c'est que l'humain ne décrit pas seulement un modèle, il décrit aussi la manière de faire de la recherche. Comment lancer une expérience, comment nommer les essais, comment journaliser les résultats, comment traiter un crash, comment arbitrer entre gain et complexité. Et surtout, une fois lancé, ne t'arrête pas pour demander à l'humain. Il dort peut-être. Prenons une nuit typique. Le soir, vous fixez une métrique, un budget de 5 minutes par essai et quelques règles de sécurité. Pendant la nuit, la machine teste des variantes. La plupart échouent. Quelques-unes améliorent légèrement le score. Au matin, vous n'avez pas une illumination. Vous avez mieux, une petite carte du terrain déjà défrichée. Pour le dire autrement, l'humain fixe le jeu, puis la machine joue beaucoup plus vite que lui. Elle n'invente pas forcément de nouvelles grandes questions. Elle explore plus vite l'espace des réponses possibles. Ce que récupère la machine ici est très concret. La partie répétitive et centrale de l'essai expérimental. Tenter, mesurer, comparer, jeter, garder. C'est précisément pour cela que le projet compte. Si on le regarde de loin, on voit un outil qui optimise du code. Si on le regarde de près, on voit un métier qui se découpe et une couche de ce métier qui devient automatisable. Karpathy le formule presque explicitement. Après quelques semaines, il a l'impression d'avoir davantage itéré sur la manière dont les agents explorent et sélectionnent que sur le projet lui-même. Voilà le déplacement. Le chercheur ne disparaît pas, il monte d'un étage. Dans ce cadre, le matin ne commence plus par une page blanche. Il commence par des résultats déjà triés, des idées mortes, des idées retenues, des pistes à empiler. Ce n'est pas encore une disparition, c'est déjà un déplacement. Chapitre 4. L'épreuve. Il faut toujours se méfier des technologies qui racontent trop vite leur propre grandeur. Alors la question simple à poser à Auto Research est celle-ci. Est-ce qu'il y a déjà autre chose qu'un joli récit? À ce stade, la réponse est oui. Premier signal, Karpathy lui-même. Il explique avoir laissé tourner Auto Research pendant environ 2 jours sur un petit modèle. Le système tente des centaines de changements, il en retient une vingtaine qu'il juge réellement utiles. Puis ces modifications se transfèrent sur des modèles plus grands. Son bilan public, environ 11% de mieux sur son indicateur interne. Dans certains billets et commentaires relayés publiquement, on voit aussi passer des ordres de grandeur plus fins, autour de 700 essais sur 2 jours, ou une session de plus de 80 expériences dont une quinzaine conservées. Il faut manier ces chiffres avec prudence. Ils viennent surtout de retours publics, pas d'une réplication indépendante en règle. Il faut rester prudent. Ce n'est pas une grande réplication indépendante, mais le point important est ailleurs. La boucle ne produit pas seulement du bruit, elle semble trouver de petites améliorations que l'humain n'avait pas trouvées lui-même. Et quand on regarde la nature de ces gains, on comprend mieux la scène. Pas un miracle, des réglages exacts, un oubli repéré dans une normalisation, une régularisation affinée, des paramètres corrigés, une initialisation améliorée. Rien de spectaculaire pris séparément, mais ensemble, un vrai gain. À ce stade, on peut dire 3 choses. Premièrement, la boucle semble capable de produire autre chose que du bruit. Deuxièmement, ces gains restent encore documentés surtout par des retours publics et non par une large réplication indépendante. Troisièmement, même dans ce cadre prudent, elle révèle déjà une forme de travail automatisable. Deuxième signal, la communauté. Le dépôt attire très vite une attention massive, les chiffres varient selon le moment où on regarde, mais le repo accumule rapidement des dizaines de milliers de regards, des milliers d'étoiles, des forks, des adaptations. Le vrai signal, ce n'est pas l'enthousiasme, c'est le moment où les gens commencent à refaire le système chez eux. En clair, on passe du projet observé au projet essayé. Là, il faut traduire. Une métrique, c'est le chiffre qu'on regarde pour savoir si on progresse. Un proxy, c'est un chiffre imparfait mais pratique. Pas exactement ce qu'on veut au fond, mais un bon indicateur pour avancer vite. C'est là que l'analyse devient plus intéressante que la seule performance. Auto Research n'est pas important seulement parce qu'il améliore un petit modèle, il est important parce qu'il rend visible une structure générale du travail expert, hypothèses, essais, signaux, élimination. Un pentest fonctionne souvent comme cela, un débogage difficile aussi, une optimisation de performance aussi. Le dépôt ne vise peut-être qu'un coin du monde technique, mais il éclaire une forme de travail beaucoup plus large. Et il y a déjà des cas relayés publiquement autour du projet. Le plus commenté, Tobias Lütke, le patron de Shopify, évoque une nuit de 37 expériences sur un modèle interne avec un gain de l'ordre de 19%. Là encore, prudence, ce n'est pas une publication académique, mais c'est exactement le type de signal qu'il faut regarder, le moment où la boucle sort du dépôt de démo et commence à se brancher sur d'autres problèmes réels. On peut objecter que tout cela reste local, des systèmes bien instrumentés, des métriques rapides, des cycles d'essais courts, c'est une objection sérieuse, mais les bascules techniques commencent souvent ainsi, d'abord dans les zones les plus mesurables, puis progressivement ailleurs. Chapitre 5. Au-delà des modèles, jusqu'où ? C'est ici que le sujet devient plus vaste que les modèles de langage. La phrase la plus importante est presque simple,
Toute métrique qui compte pour vous, si elle est assez rapide à évaluer ou si vous avez un bon proxy, peut potentiellement entrer dans le champ de cette méthode. Autrement dit, pas seulement la perte d'un modèle, aussi la mémoire, la latence, c'est-à-dire le temps de réponse, le coût, la robustesse, c'est-à-dire la capacité à rester fiable quand les conditions changent, la performance de rendu. Dès qu'un problème devient assez mesurable, il peut commencer à devenir auto-researchable. Cela veut dire que le cas de démonstration montré par Karpathy, un petit modèle de langage, n'est peut-être que le début. D'autres commentateurs l'ont relevé très vite, le même pattern peut viser l'optimisation de code, la taille d'un bundle front-end, le temps de compilation, la consommation mémoire, la latence d'un service ou la qualité d'un système de retrieval. Partout où l'on peut modifier, tester, mesurer, trier. Il faut toutefois distinguer 3 niveaux. Ce qui est démontré ici, le système peut améliorer un petit modèle sur une métrique donnée avec des essais courts et un signal simple à lire. Ce qui devient plausible, la transposition à d'autres problèmes bien instrumentés. Et ce qui reste plus spéculatif, une généralisation large à des domaines où les signaux sont lents, ambigus ou coûteux à évaluer. Dit autrement, démontré sur un petit terrain propre, plausible sur d'autres terrains bien mesurés, beaucoup plus incertain dès que l'évaluation devient lente, floue ou chère. Il faut être honnête, tous ces usages ne sont pas également démontrés publiquement autour du dépôt lui-même. Certains sont déjà commentés de manière assez concrète, d'autres relèvent encore d'une extrapolation plausible. Mais c'est précisément cela qui rend le dépôt important, pas seulement ce qu'il fait déjà, mais la direction qu'il rend crédible. C'est là que le dépôt devient plus qu'une démo ML. Il devient une preuve de concept pour une forme générale, une boucle d'essai, de mesure et de sélection qui peut, en principe, s'appliquer à tout problème suffisamment instrumenté. Et c'est aussi là qu'il faut parler d'un autre horizon, les Darwin-Gödel machines, ou plus largement les systèmes d'auto-amélioration récursive. Il faut remonter un peu. Le mot Gödel renvoie ici à une vieille idée de l'IA théorique popularisée dans les années 2000 par le chercheur Jürgen Schmidhuber. Une machine capable de raisonner sur son propre fonctionnement, de prouver qu'une modification d'elle-même la rendra meilleure, puis d'appliquer cette modification. En version forte, c'est presque un mythe fondateur de l'auto-amélioration. Une intelligence qui ne se contente pas d'agir dans le monde, mais qui se réécrit elle-même sur des bases démontrées. Darwin, dans cette expression, renvoie à toute autre chose, non pas la preuve, mais la variation et la sélection. On génère plusieurs versions, on les teste, les mauvaises disparaissent, les meilleures survivent, puis on recommence. Dit autrement, Darwin ici, c'est l'essai-erreur sélectionné. Gödel, ce serait l'auto-amélioration démontrée. Auto-research est clairement du premier côté, pas encore du second. En revanche, il y a bien quelque chose de darwinien dans le procédé. Des variantes sont générées, elles sont testées, les mauvaises sont éliminées, les meilleures survivent. Et cette sélection se répète. En langage simple, on essaie beaucoup, on garde ce qui marche, puis on recommence à partir de là. Ce n'est pas encore la machine de science-fiction qui s'améliore sans fin, mais c'en est peut-être une brique crédible, une version terrestre, modeste et instrumentée d'un vieux rêve de l'IA, une machine qui commence à améliorer la machine qui améliore. Voilà peut-être le vrai déplacement. Hier, le goulot d'étranglement était dans l'exécution. Le temps, la fatigue, le nombre d'essais qu'un humain pouvait réellement mener. Demain, le goulot remonte vers autre chose, le choix du bon signal. Dès qu'un système peut chercher vite, la question décisive n'est plus « peut-on explorer ?». Elle devient « qu'est-ce qu'on demande exactement à l'exploration de maximiser ?» Chapitre 6. Ce qu'on a appris et ce qui inquiète. Voilà au fond ce qu'apporte Auto-Research. Pas une nouvelle théorie scientifique, pas une AGI tombée du ciel. Quelque chose de plus simple et peut-être de plus important, la preuve publique qu'une partie du travail expérimental peut être confiée à un système autonome. Ce déplacement change le métier. Pas d'abord au sommet, pas d'abord dans la grande intuition. Ce qui bouge d'abord, c'est la zone intermédiaire. Générer des variantes, lancer des essais, comparer des courbes, éliminer des pistes, empiler des petits réglages. Le premier chercheur partiellement déplacé n'est sans doute pas celui qui pense. C'est d'abord celui qui essaie. Cela peut être grisant. Vous laissez la machine explorer toute la nuit et vous vous réveillez avec un espace de solutions déjà cartographié. Mais cela peut aussi être inquiétant. Une part centrale de la valeur quotidienne devient soudain reproductible, scalable, industrialisable. Dit autrement, une partie de ce que faisait hier une personne compétente peut commencer à être produite en série. Et c'est souvent ainsi qu'un métier change, pas par un grand soir, par glissement. Il faut enfin ajouter la limite centrale, sinon on raconte mal l'histoire. Tout dépend du proxy choisi. Si la métrique est mauvaise,
la boucle peut devenir extraordinairement efficace à optimiser la mauvaise chose. En version simple, elle peut devenir très bonne pour gagner au jeu que vous lui avez donné, même si ce jeu mesure mal ce que vous vouliez vraiment. Prenons un cas simple. Vous demandez à la boucle de réduire la latence d'un service. Elle découvre une modification qui accélère les réponses sur votre benchmark de test. Très bien. Sauf qu'en conditions réelles, cette modification dégrade la robustesse ou la qualité des résultats. La boucle a bien travaillé. C'est la consigne qui était incomplète. C'est la force du système et sa fragilité. Ce qui remonte alors vers l'humain, ce n'est plus seulement l'exécution, c'est le jugement. Qui choisit la métrique? Qui décide ce qu'il faut accélérer? Qui dit qu'un gain de 11% sur un temps d'entraînement vaut plus qu'une autre amélioration, plus difficile à mesurer? Un système autonome ne supprime pas le jugement humain. Il le déplace, plus haut, plus abstrait, plus stratégique. Le laboratoire sans sommeil n'efface pas encore le chercheur, mais il l'oblige déjà à changer de place. Et c'est peut-être là que tout commence. Vous écoutiez Pendant que le chercheur dort. Merci de votre écoute.